Salut, c'est Noah, on se retrouve sur Les Jeunes Voix, notre podcast lycéen. Je suis avec une partie de notre nouvelle équipe, Jeanne et Zélie. Bonjour les filles. Salut. Pour commencer cette nouvelle année, on vous propose de découvrir un podcast enregistré par notre ancienne équipe l'année dernière sur les enjeux du dérèglement climatique et le rapport du GIEC. Bonjour à tous. Depuis plusieurs années, les problèmes environnementaux préoccupent de plus en plus les humains. En effet, ce problème semble être devant nous, ce qui nous pousse à agir. Mais les lycéens se soucient-ils de l'environnement ? Comment agissent-ils pour lui ? Et finalement, ont-ils espoir en l'avenir ? On se retrouve aujourd'hui avec Annie, Flavie, Noah, moi-même et les différentes personnes que l'on a interrogées, et on en parle tout de suite dans Les Jeunes Voix. Est-ce que tu t'intéresses à l'environnement ? Oui. Un petit peu, oui, quand même, ouais. Un petit peu. Ah oui, un petit peu. Oui. 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 Oui, un petit peu. Globalement, oui. Ça fait déjà plusieurs années que c'est un sujet qui me préoccupe ou qui m'occupe pas mal l'esprit. Ouais. Ouais, un peu. Déjà, ça m'intéresse comment fonctionne la planète et comment on pourrait mieux la protéger. On vient de voir que les gens se soucient de plus en plus de l'environnement. Mais à quoi cela est-il dû, Flavie ? En effet, Quentin, nous l'avons vu, les personnes que nous avons questionnées ont quasiment toutes répondu avoir un intérêt pour l'environnement. Mais depuis quand nous en soucions-nous réellement ? Et pourquoi les gens de notre âge s'en soucient plus que les générations d'avant ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les humains, nous, sommes des animaux guidés tout d'abord par leurs désirs, leurs pulsions. Et ces désirs sont, eux, pilotés par nos sens. Or, le grand problème, c'est que nos sens ne voient que les limites locales d'une chose, celles qui nous touchent, pas les limites globales qui vont toucher le monde entier. Ainsi, nos sens nous poussent à agir seulement quand le problème se présente devant nous. C'est ce qui explique en partie que les générations d'avant ne faisaient pas attention au climat, car elles ne voyaient pas les conséquences du problème climatique. Lors de la révolution industrielle, par exemple, c'est le gain d'argent qui a motivé, et non pas la conscience climatique, puisque l'on s'est rendu compte par la suite que les émissions de gaz à effet de serre ont eu un effet considérablement néfaste sur l'environnement. En 2002, tandis que Jacques Chirac scandait que notre maison brûlait et que nous regardions ailleurs, peu de personnes se souciaient de l'environnement. Or, plus les gens ont fait face aux conséquences climatiques, plus ils s'y sont intéressés. On peut par exemple donner les différentes canicules en France. Celle de 2003, très meurtrière, puisque l'on compte 15 000 morts entre le 4 et le 18 août 2003. Et l'ensemble de l'été atteint, lui, 19 490 morts en France. Les pics de chaleur atteignent 40 degrés dans certaines villes de France. Celles de 2017 et de 2019 peuvent aussi être relevés. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le monde se soucie de l'environnement, plus il partage avec les autres leurs soucis. Et ainsi, plus l'environnement devient un sujet important. On sait aussi par exemple que c'est depuis les années 70 que la conscience écologique a émergé, avec par exemple les nombreux mouvements hippies aux États-Unis. C'est ainsi que plus les hommes font face à des problèmes environnementaux, plus les études, les mobilisations, les livres sur le climat augmentent en nombre. Donc plus de gens se soucient de l'environnement et plus d'autres gens sont susceptibles de s'en soucier car les informations vont se transmettre et on espère d'ailleurs confirmer cela grâce à notre podcast qui, on l'espère, va sensibiliser certains d'entre vous sur cette question. Maintenant, on voit bien que les gens ne se mobilisent pas forcément à la hauteur du problème. Ceci peut encore une fois s'expliquer par le fait que les gens ne voient pas encore toutes les limites globales à l'échelle de la planète. Les canicules sont périodiques et ne représentent sûrement pas les pires problèmes auxquels on devra faire face. Mais face à tous ces problèmes, est-ce que les gens gardent espoir ? Et est-ce que tu penses que c'est foutu ? Aujourd'hui, le climat, on est dans une impasse, on pourra pas en sortir. J'espère pas, mais j'en sais rien en vrai. Je pense qu'on peut s'en sortir, mais il va falloir beaucoup plus d'actions pour aider la planète. On peut toujours agir. On n'a pas dépassé les plus 1,5 degrés fixés par la COP21, donc ça va. Une impasse, je dirais qu'on n'en est pas loin. Si on se mobilise maintenant pour faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose, mais ça va être très très compliqué, je pense. J'avoue que j'aimerais être optimiste, mais que j'ai du mal à l'être quand je regarde autour de moi ou quand on voit tout ce qui se passe. Ça paraît compliqué quand même. Non, je pense que chacun doit y mettre du sien et ça pourra changer. Je me mets des barrières et du coup je fais genre non ça va aller et Si on pense comme ça c'est un peu bête parce que si on dit qu'on est foutu on fera jamais rien pour avancer. Donc il faudrait se dire qu'il y a quand même un peu d'espoir pour trouver une solution. Des solutions. Non, parce que c'est jamais fini, on pourra toujours faire quelque chose. Même si je pense que tous les gouvernements sont pas assez axés sur la question écologique. C'est pas le gouvernement qui doit
doit trancher, c'est le peuple en lui-même. La question, elle ne se pose pas tout à fait comme ça, selon moi. Si on se préoccupe du réchauffement de la planète globalement, en fait, il n'y a pas de c'est foutu où ça va le faire. Toutes les petites batailles, en fait, tous les petits gains, ils sont importants. Et ils sont à aller chercher et il n'y aura pas vraiment de point de bascule. Et il faut veiller vraiment tous ces petits gestes au quotidien, toutes ces habitudes, se questionner sur comment on peut faire pour conserver une planète vivable sans trop renier ses choix au quotidien et c'est tout à fait possible. Nous venons de voir que peu de gens sont optimistes quant au climat. Mais pourquoi cela fait-il peur aux jeunes et cela peut-il être bénéfique dans certains cas ? Les jeunes ont effectivement parfois l'impression que nous ne pourrons pas résoudre la crise climatique et cela leur fait peur. D'ailleurs, dès 1996, Véronique Lapège a nommé cela l'éco-anxiété. Les jeunes se retrouvent ainsi en détresse mentale face aux problèmes environnementaux. Mais selon Véronique Lapège, l'éco-anxiété se définit également comme une responsabilisation des personnes face au changement planétaire. Ainsi, on peut constater que l'éco-anxiété peut aussi avoir des bons côtés puisqu'elle pousse les jeunes à se mobiliser. Et tu as des exemples d'actions que tu fais au quotidien pour limiter ton impact ? Quand je prends ma douche, je coupe l'eau. Je trie mes déchets, je ramasse les déchets plastiques que je croise dans les rues. J'ai participé à des marches pour le climat, des choses dans ce genre-là. J'essaye d'acheter en vrac pour pas produire de déchets. Je fais attention à ma consommation en eau, en électricité. Puis là, tu vois, on est en train de rénover une maison et on essaye de le faire de façon écologique. Je trie mes déchets dans la poubelle jaune et verte. Et bah déjà trier mes déchets, utiliser le moins possible ma voiture, ou alors essayer de prévoir du covoiturage. Déjà le recyclage, j'achète principalement et voire quasiment mes vêtements en seconde main. J'essaye de limiter ma consommation de viande. D'un point de vue personnel, ça a beaucoup d'avantages parce que la viande, il n'y a pas que du bon dedans. D'un point de vue environnemental, la production et la consommation de viande, c'est quand même 14,5% des émissions de gaz carboniques. Je fais attention à ma consommation de viande, à mon chauffage, à mes déplacements. Et j'essaye de m'informer aussi à travers différentes sources d'informations. Mais finalement, est-ce qu'on est vraiment foutu ? Si pour de nombreux experts, le changement climatique aura des conséquences irréversibles dans les prochaines années, il ne faut pas se méprendre. La Terre ne va pas exploser demain, ni en 2050, ni même en 2100. La réelle question, c'est jusqu'où les conséquences du réchauffement climatique iront et nos sociétés pourront-elles s'y adapter ? Par exemple, certains scientifiques ont relevé que depuis certaines années, c'est en 2000 que cette idée est venue, une nouvelle ère géologique a été créée par l'homme lui-même, appelée l'Anthropocène. Et différents points de commencement ont été émis, notamment la découverte de l'Amérique, puisque c'est à partir de cette période-là que les émissions de CO2 ont augmenté, les nombreux essais nucléaires, voire la révolution industrielle. Cependant, si des problèmes vont survenir dans les prochaines années de manière certaine, on peut toujours éviter que d'autres apparaissent. La seule chose qui est certaine est que nous ne pourrons pas continuer sur ce rythme. Le changement rapide de nos sociétés est nécessaire et c'est cela qui peut nous rendre optimistes. Ce changement nécessite en effet de se mobiliser, de s'activer et l'action rend optimiste. Si, essayez, vous allez voir. Mais alors, que faut-il faire ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Cette question est depuis longtemps étudiée par des experts. Ils se sont réunis sous une instance onusienne qui s'appelle le GIEC. Mais cette instance est-elle connue du grand public ? Est-elle connue par les lycéens du lycée Moret-Genevois ? On a été leur demander et voici leur réponse. Est-ce que tu connais le GIEC ? Oui. Non. Bon, j'en ai entendu parler. Je connais, alors évidemment, pas dans le détail, mais je sais que c'est assez catastrophique en tout cas. Non. Non, pas du tout. Non. Ça me dit un truc, mais je peux pas te dire ce que c'est. Oui, je connais le GIEC. Bon, peu de gens semblent savoir ce qu'est le GIEC. Quentin, peux-tu éclairer nos auditeurs qui ont besoin d'un petit coup de pouce ? Donc le GIEC existe depuis 1988 et se trouve en Suisse. Il fait se réunir différents scientifiques de nombreux pays. En tout, à votre avis, combien y a-t-il de pays ? 100 120 ? Et non, c'est en tout 195 pays, donc la quasi-totalité des pays du monde. Les scientifiques viennent donc de nombreux pays et ont pour but de comprendre les conséquences de l'évolution environnementale sur nos sociétés et les solutions qui peuvent y apporter pour limiter leurs impacts. Pour résumer son fonctionnement, le GIEC est organisé avec un CA où tous les pays, donc les 195 pays, disposent d'une voix. Il y a également un bureau de 36 scientifiques qui sont élus par ce CA pour 5 ou 7 ans
et qui sont donc chargés de rédiger un rapport. Aujourd'hui, on est au 6e rapport, dont le plan a été défini en 2017. Mais quels sont les objectifs qu'il définit et quelles solutions apporte-t-il pour atteindre ces objectifs ? En effet, le GIEC nous informe que si l'on souhaite limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. Cela peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas infaisable. Aujourd'hui, l'énergie nous permet de décupler nos capacités. Elle est présente partout, nous permet de nous déplacer plus vite, de soulever des charges plus lourdes, de vivre dans des grandes villes, etc. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de cette énergie est d'origine fossile. Or, ces énergies fossiles sont très polluantes et ont un gros impact sur l'environnement. Ainsi, il faudrait réussir à se passer de ces énergies et vivre sans. Ceci nécessite un changement de société du tout au tout, mais si on se mobilise, nous pouvons y arriver. Bon, il est bien gentil, ce GIEC. Mais comment je fais, moi, petite lycéenne de Bressuire, pour que toute la société soit transformée ? Ça paraît impossible. Je crois que certains ont des suggestions. Est-ce que tu as des exemples d'actions qu'on pourrait faire à l'échelle lycéenne pour limiter l'impact des lycéens sur le climat ? Des cendriers, par exemple, devant le lycée, pour éviter que les gens balancent leurs mégots par terre. Des activités de sensibilisation avec des intervenants extérieurs. Ce que tu es en train de faire, c'est une action qu'on peut faire, sensibiliser, et après, c'est aussi peut-être, pourquoi pas, protester plus par rapport à dans la vie de tous les jours. Après, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire. Alors, sur l'alimentation, il y a déjà des choses qui sont faites, donc ça, c'est cool. Je pense que ça serait peut-être en consommation d'énergie, où il pourrait y avoir des choses d'imaginer. Après, c'est de la sensibilisation, peut-être aussi, auprès des lycéens et des actions comme ça. Il y avait tout ce qui est fait avec les éco-délégués aussi, qui va dans ce sens-là, donc il faudra approfondir, quoi. Par exemple, au CEL, ce qui est bien, c'est qu'il y a le truc anti-gaspi, et ça, on faudrait peut-être le mettre un peu plus en avant, même s'il est déjà pas mal, et ça limiterait, je pense, sur des impacts écologiques, et puis même, genre, nous, dans notre côté personnel, genre, éviter d'acheter en fast fashion, parce que déjà, ça exploite des gens, et ça pollue énormément, et essayer de recycler un max de choses, par exemple, prendre des gourdes, parce que là, il va commencer à faire chaud, donc pour les cours, prendre des gourdes au lieu de prendre des bouteilles d'eau en plastique, par exemple. Déjà, on a un acteur assez engagé qui s'appelle Gifou, qui nous permet de justement limiter le gaspillage dans les assiettes, même si je pense qu'il y a encore pas mal de gaspillage. Bon, j'en fais pas partie parce que je suis un gros mangeur. Déjà, par exemple, dans certaines pièces, on pourrait, je sais pas, éteindre la lumière. Par exemple, les élèves par réflexe. Donc, la première chose à faire, c'est s'informer. Et après, les choix, les actions, elles viennent assez naturellement. Après, il y en a déjà quelques-unes, mais rien que de la sensibilisation plus poussée, ça pourrait faire effet un peu. Nous aussi, on a quelques suggestions pour vous pour limiter notre impact de lycéens sur l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, Flavie et Annie ? Par exemple, on pourrait s'informer, être sensible à ces questions pour pouvoir ensuite faire des choix éclairés. Plus on a d'informations sur tous les problèmes environnementaux qui parcourent notre monde, et plus on se rend compte finalement de toute l'ampleur que ça porte. Ces choix pourront se faire dans notre vie quotidienne, les moyens de déplacement, l'alimentation, qui sont peut-être les plus accessibles, mais aussi à l'occasion de choix plus importants, tels les dernières élections qui se sont déroulées, puisque certains présidents avaient des propositions écologiques plus engagées que d'autres. Vous aurez alors des connaissances assez solides si vous faites toutes ces recherches pour savoir faire le choix que vous jugez le meilleur. On pourrait aussi moins utiliser la voiture, en se déplaçant à pied ou en vélo pour les petits trajets, et en train ou en bus pour les plus grands. De plus, il faudrait manger globalement moins de viande. Même si la viande c'est excellent, même si on ne vous incite pas à devenir vegan, la viande reste aujourd'hui un produit surconsommé en France. Et à l'échelle de la planète, le bétail, de sa nutrition à son élevage, représente 2/3 des terres agricoles au monde. Ainsi, s'il ne faut pas arrêter de manger de la viande, il faut simplement réduire sa consommation de viande. On pourrait opter pour une alimentation locale et qui utilise le moins possible de pesticides. Renseignez-vous sur ce que vous pouvez manger, d'où cela vient, comment cela a-t-il été produit. Il faut éviter que dans nos assiettes, on ait des aliments qui viennent de loin ou qui ont été produits avec d'autres choses qui viennent elles aussi de loin. Le soja, par exemple, pour nourrir le bétail, qui vient du Brésil principalement. Les engrais chimiques, eux aussi importés, voire par exemple l'avocat, un produit énormément consommé à notre époque, mais qui vient des pays latinos. Moins notre alimentation aura été transportée, et moins elle sera source de pollution. Enfin, de manière générale, il faut faire preuve de sobriété et de responsabilité. En effet, les conséquences du réchauffement climatique vont toutes et tous nous toucher,
quel que soit notre âge, notre pays, notre lieu de vie. Ainsi, il faut essayer de faire un minimum d'activités polluantes et ne pas gâcher ce qu'on nous offre. Par exemple, il ne faut pas changer votre téléphone tous les 6 mois alors qu'il n'est même pas cassé. Ne pas racheter d'habits alors que vous avez déjà de quoi vous habiller avec des tenues différentes pendant 4 semaines. Et pour finir, ne pas gâcher la nourriture que l'on vous met à disposition. À ce titre, on aimerait mettre en avant l'action réalisée par l'équipe du Self du lycée Maury-Genevois. C'est pourquoi on vous a demandé si pour vous, manger au Self représentait un acte écologique. Est-ce que tu as l'impression qu'en mangeant au lycée, tu agis pour l'environnement ? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de plastique et tout ça, donc on va pas acheter en grande surface. Oui, bah, on trie les serviettes, on essaye de faire de l'anti-gaspillage. Et surtout le Self est très habile là-dessus et fait bien attention à ça, ce dont je suis fier. En finissant mon assiette, peut-être. Enfin, à part ça, je pense pas que ce soit... que c'est un impact, c'est clair, c'est un impact, mais je pense pas que c'est le genre d'impact qui va faire qui va changer le rapport du GIEC. J'en ai aucune idée. Bah moi déjà je vais éviter de gaspiller à fond. Donc voilà, après je pense qu'il y a une dynamique qui est engagée, du coup de prendre des produits qui ont moins d'emballage et du coup c'est essayer d'aller creuser un peu ça. Si je mange tout, oui, sinon non. Un peu, ouais. J'agis pour moi déjà, parce que j'ai faim. Et j'agis pour l'environnement parce que je jette pas la poubelle. Alors avec la lutte contre le gaspillage, ça y participe. Avec les choix que font l'équipe de cuisine, que font le chef cuistot Damien, en essayant de trouver des produits locaux, ça y contribue, même si nous, en fait, dans notre plateau, on ne le voit pas. Il y a un travail en amont qui y contribue, oui. Merci d'avoir écouté cette première partie avec Quentin, Flavie et Annie. Retrouvez un débat sur le sujet très prochainement sur Les Genevois.